Salut, bonsoir à tous. Nous sommes de retour pour une nouvelle émission. Je crois que c'est la première de l'année. On a laissé passer un petit peu le mois de janvier qui était un petit peu compliqué pour tout le monde. On a eu besoin de prendre une longue respiration. Et là, à la fin de ce mois, on recommence nos rendez-vous, nos émissions qu'on essaiera de garder de façon hebdomadaire. J'espère que vous allez tous. Et aujourd'hui, je reçois un invité particulier, un ami. Ça fait longtemps qu'on voulait faire une émission ensemble et je suis heureux de l'accueillir. C'est Eric Grange. Salut Eric. Bonjour Alain et puis bonjour à toutes les personnes qui assistent à l'émission. Merci de l'invitation Alain, c'est un honneur. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on se connaît. J'aurais quand même envie de dire qu'il y a quelqu'un qui nous relie. C'est Arnaud Desjardins qui pour moi est la personne la plus éveillée que j'ai eu le bonheur de rencontrer. Et pour les gens qui nous écoutent, un jour j'ai lancé un appel sur Facebook, y a-t-il quelqu'un sur Lyon? Voilà. Et une heure après, j'étais en contact avec Alain Eskenazi et puis on est devenus très, très amis. Exact. Voilà un petit peu. Donc, un petit clin d'œil à lui au passage. Mais oui, mais tu as raison parce que je voulais aussi en parler justement à un moment donné d'Arnaud parce que c'est vrai qu'il nous a rapprochés. Et Arnaud, les enseignements d'Arnaud sont toujours présents, quoi qu'on fasse, et quelles que soient les voies qu'on découvre et qu'on explore, on finit toujours d'une façon ou d'une autre par revenir aux enseignements d'Arnaud et donc de Swami Prajnampad, qui finalement on regroupe l'essentiel de la pratique et de la quête. Et pour ceux qui ne connaissent pas, j'invite tout le monde à se plonger dans n'importe quel livre d'Arnaud Desjardins, parce qu'il en a écrit des dizaines. Oui. Tout est à lire et on peut commencer par n'importe lequel, à peu près, et voilà. Donc, et je sais que tu as même une lettre, tu as reçu une lettre d'Arnaud, je crois. Oui. Elle est tout le temps sur mon bureau. Là-bas, vous voyez Arnaud. Ouais. Et c'est une lettre qui m'a adressée et qui est juste au-dessus de mon ordinateur. Et puis, donc là, je suis en train de lire les leçons de vie de Swami Prajnampad, commentées par Arnaud. Et je découvre qu'Arnaud était quand même un très, très grand voyageur parce que dans les années 60, pour aller de France en Inde, il allait en voiture. Il tombait en panne en Irak, il tombait en panne en Afghanistan. Il fallait des semaines de travail. Et des fois, il raconte que, pour cette petite anecdote, un jour, il va voir Swami Prajnampad et il dit « J'ai perdu une semaine dans son garage en Irak à attendre que ma voiture se répare. » Et le Swami lui répond « Il n'y a pas de lieu pour être. On peut être partout. » Et voilà une petite leçon que je glisse au passage. Oui, tout à fait. Et tu fais bien la transition sur le voyage. Et on parle de ça dans les années 60-70, quoi, quand il a vraiment, il partait en voiture en famille avec ses enfants et il traversait toute l'Asie pour arriver jusqu'en Inde. Et c'est là-bas qu'il a découvert Anandamayi, puis plus tard après Swami Prajnampad. Alors, le voyage, ça te connaît. Tu vas nous raconter un petit peu quelques-unes. Tiens, on va commencer par une petite question que j'avais pas préparée et qui va peut-être te surprendre. Mais sur toute ta carte, sur quoi, 30, 40 années de voyage, tu as fait à peu près, disons, hein, sans te vieillir trop. Est-ce qu'il y a un endroit, un moment que tu pourrais ressortir du lot qui te marque une rencontre unique? Bien sûr. Alors, il y en a deux qui viennent immédiatement à mon esprit. La première, c'est la grande pyramide de Khéops. Ça, c'est un lieu que j'ai eu le bonheur d'explorer des dizaines de fois et en plus de manière très privilégiée en étant plusieurs fois tout seul dans la grande pyramide. C'est un lieu qui, chaque fois que je me relie à ce lieu, me saisit. Là, quand j'en parle, ça me donne des frissons.
parce que c'est un lieu absolument remarquable pour moi au niveau de l'intensité. Donc c'est le premier lieu qui me vient à l'esprit, et bien naturellement, les aventures de Tony, le héros de mon livre, commencent exactement à cet endroit-là, quoi. Et l'autre lieu, c'est Bali. C'est une spiritualité vivante, très collective, et qui m'a tellement apporté, peut-être on aura l'occasion d'en parler. Et, et également l'une des grandes rencontres, tu as prononcé le mot rencontre, c'était que 2 fois, de façon un peu fortuite, j'ai pu rencontrer le Dalai Lama 2 fois, 2-3 minutes. Et ça a été un moment assez curieux, étrange presque, avec délivrance d'un principe spirituel qui depuis m'accompagne beaucoup sur l'acceptation. L'acceptation et le lâcher-prise. Oui. Tu en parles beaucoup. On va revenir, on va parler de ton livre qui est là, et mon cœur se remit à battre, les aventures de Tony, une sorte de roman initiatique semi-biographique. Mais oui, donc les rencontres et le thème de cette émission, on avait utilisé une de tes phrases qui t'est chère, qui est aussi, je crois, le slogan d'Oasis Voyage. Donc, on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas qu'Éric est le fondateur de Oasis Voyage, une agence de voyage qu'on va qualifier de spirituelle. Depuis, tu as été un pionnier, même si ce n'est le pionnier dans ce domaine-là. Et c'est donc 2007. Voilà. Et donc, depuis 2007, tu organises des voyages spirituels à travers le monde. Voilà, des voyages initiatiques, spirituels. J'aime parler de voyages en conscience. L'idée, c'est de créer des expériences qui sont de nature à éveiller la conscience. Donc, en choisissant des lieux, en choisissant parfois des dates auspicieuses, et en choisissant des personnalités remarquables, et on met les 3 ensemble, et ça donne une expérience. Voilà. Donc, j'ai le bonheur d'avoir créé Oasis le 14 février 2007. Donc, l'agence aura bientôt 14 ans. 14 ans, oui. Mon Dieu, ça passe vite. Et on organise en temps normal à peu près 70-80 voyages par an pour à peu près 1500 à 2000 voyageurs par an. Donc, la petite Oasis est devenue une belle entreprise avec 5 salariés, et c'est le grand bonheur de ma vie. Et un jour que je faisais une conférence sur mon histoire personnelle, l'organisateur m'a dit: écris un livre sur tout ce que tu as vécu. Et tout de suite, j'ai rebondi là-dessus, et donc j'ai écrit ce roman. Et ça me touche beaucoup parce que mon ambition était d'écrire un roman facile à lire, on va dire dépaysant, puisque mon héros fait le tour du monde, et avec ici et là quelques petites clés spirituelles. Et en fait, je m'aperçois que les retours que j'ai vont dans ce sens-là. Les gens me demandent déjà le tome 2, ils ont eu beaucoup de plaisir à le lire, ça leur a appris, voilà. C'est un livre qui est très agréable à lire et moi, je dirais que c'est un mix un peu, il y a un peu de l'alchimiste, il y a un peu de la prophétie des Andes, il y a un peu de tout ça en même temps. Et il y a de l'aventure, il y a un peu d'Indiana Jones, il y a de l'aventure, il y a de la spiritualité. Et en même temps, sans spoiler la fin et sans raconter ce qui se passe, à la fin, l'une des leçons du personnage, c'est qu'il a été marqué par les endroits où il y a le moins finalement d'enseignement spirituel, et où il y a vraiment une expérience de vie concrète et un contact avec la nature, d'où la présence et l'importance notamment de Bali, qui est omniprésente pour toi et donc pour le héros.
C'est important pour toi, ça, d'un peu se détacher parfois de cette spiritualité, entre guillemets, qui n'est pas toujours authentique. Oui, c'est vrai que j'ai voulu aller explorer les spiritualités d'ailleurs, qui sont des spiritualités très très anciennes. Et je me suis rendu compte essentiellement dans les îles, comme Bali, mais aussi beaucoup en Polynésie, à l'île de Pâques aussi, Mhm. euh, que il y avait comme un silence qui se faisait quand on posait des questions sur Dieu, sur la spiritualité, sur des plans supérieurs. Quand bien même, par exemple à Bali, les pratiques spirituelles sont omniprésentes. Il y a plus de 100 cérémonies par an. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un pays où il y a 100 jours de congé ou 100 jours fériés, c'est Bali. Donc à Bali, les gens sont tout le temps dans un continuum spirituel. Ils préparent toujours des offrandes pour une procession, pour une prochaine cérémonie, ou alors ils sortent juste d'une cérémonie. Donc partout, la cérémonie est visible. Mais chaque fois que j'ai voulu m'asseoir devant un grand prêtre et lui dire, parle-moi un peu, voilà, derrière ces pratiques de ce qu'est Dieu pour toi, de ce que le divin pour toi, j'avais du silence. Et je me suis rendu compte que cette réponse silencieuse, je l'ai aussi retrouvée à l'île de Pâques, mais aussi beaucoup en Polynésie, quand je voulais questionner sur le mana, voilà. Alors, j'avais beaucoup d'informations justement sur ces traditions spirituelles écrites dans des livres par les Occidentaux, mais sur place, il y avait comme, en Polynésie, on parlait de tabou, c'est-à-dire il y a quelque chose qui fait que, et c'est ce que j'ai mis dans le livre, on ne parle pas de Dieu, on parle à Dieu. Et ça, il y a eu comme un déclic qui s'est fait à l'intérieur de moi, essentiellement auprès de certains guérisseurs et de certains grands prêtres de Bali, qui, dans la quête qui était la mienne, dans les problématiques qui étaient les miennes à titre personnel, ont su comment dire, me transmettre que des présences, que la présence se fait dans l'absence de mots. Et ça, je pense que c'est le grand challenge de tous les leaders spirituels, de tous les auteurs spirituels, de tous les conférenciers. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on tente d'illustrer une dimension qui ne peut pas être dépeinte. Et quand j'ai écrit ce livre, bien naturellement, j'ai rencontré cette difficulté. Et ma façon à moi de m'approcher au plus près de ce que je voulais partager avec le lecteur, ça a été de partager les expériences, mes expériences sur place. Dans le livre, je les appelle les expériences de Tony, puisque tout ce que vit mon héros a été vécu. Je l'ai romancé, bien sûr, mais les expériences de base, je les ai vécues. Et mon intention, c'était qu'à travers ces expériences-là, le lecteur puisse ressentir quelque chose que moi j'ai ressenti et qui est au-delà des mots. Voilà, c'est un peu difficile à expliquer, évidemment, mais Alors, c'est mon intention. donc le thème du livre, donc c'est ce héros Tony qui a un problème cardiaque et une maladie. C'est pas pour rien que tu as choisi le cœur comme maladie, comme dysfonctionnement. Quand on te connaît, tu parles aussi beaucoup d'amour. Le slogan qui accompagne Oasis Voyage, c'est voyager en conscience, c'est grandir en amour. Comment tu te définirais ça, toi? Parce que l'amour, c'est souvent un terme qui est un peu galvaudé parfois. Oui. Quel est ton regard là-dessus?
Et cette présence du cœur qui est aussi évidemment sur la couverture, je remonte encore une fois. Oui, et ce dysfonctionnement qui, bon, on raconte pas la fin du livre, mais voilà, c'est le fil conducteur, le cœur du personnage est le fil conducteur. Voilà. Alors, voyager en conscience, c'est grandir en amour. J'ai posé cette phrase donc il y a plus de 14 ans, et aujourd'hui encore, je me la réapproprie tous les jours. Ça pourrait être encore ma devise. Elle n'a pas été remplacée. Voyager en conscience, j'entends par là de voyager à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Et la conscience permet, parfois par la rencontre avec des éléments extérieurs, humains, matériels, symboliques, naturels, énergétiques, on pourrait dire, de mieux nous rencontrer à l'intérieur de nous. Et également, le fait de mieux se rencontrer à l'intérieur de soi permet de vivre l'extérieur avec plus d'intensité. Quand j'appelle voyager en conscience, c'est de voyager vraiment dans l'honnêteté, avec honnêteté à l'exploration de soi-même. Et vraiment, aujourd'hui, à 56 ans, je trouve que cela demande toujours un peu d'effort, un peu de courage pour sans cesse se regarder, s'observer, savoir de quelle chair, de quel être nous sommes faits. Une fois, j'ai entendu dans un forum cette phrase d'un prêtre qui disait la mission d'un humain, c'est de faire émerger en homme des ténèbres. Et je crois que notre vie, c'est surtout de faire connaissance avec soi-même. Et à côté de ça, il y a quelque chose dans mon expérience qui est assez interpellante, c'est que il y a ce niveau que je pourrais qualifier de psychique, de connaissance de soi-même. Et puis, et c'est ce que j'ai rencontré dans le monde, c'est-à-dire j'ai rencontré des gens tellement différents, de cultures tellement différentes. Quand j'étais allé au Yémen, j'avais l'impression de me retrouver dans un monde avec des valeurs absolument dingues. Je me souviens, j'allais au Yémen tous les 6 mois avec des groupes, et je me souviens de mon chauffeur qui me montre une photo d'une jeune fille, et je lui dis « Ah, c'est ta fille, jolie, bravo, tu dois être fier d'elle ». Et il me dit « Non, non, c'est ma 4e femme, je viens de l'acheter ». Et dans ces moments-là, je me suis rendu compte que dans ce qui me semblait pour mon mental juste une horreur, il y avait en moi quelque chose qui continuait d'aimer cet homme dans ce qu'il me décrivait de sa vie, parce que il était dans un système, il était dans une culture, et que dans cette expérience que j'ai pu faire, la conscience, j'ai compris que la conscience était au service de l'amour. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'une des grandes révélations pratiques, je dirais. C'est-à-dire que quand je dis voyager en conscience, c'est-à-dire être aussi attentif que nous pouvons l'être ici et maintenant, cela permet, je dirais, de grandir en amour. Pourquoi? Parce que j'ai pu accéder à des guérisons. Je suis toujours prudent quand je dis ce mot-là, on va dire des mini-guérisons ici ou là, et qui se complètent. Voilà. Et du coup, je me suis rendu compte que ce qui me mettait en réaction eh bien, était transformé par de la tolérance, de l'acceptation, et puis, de l'amour, là où avant, j'étais dans le jugement, ou dans la critique, ou la non-acceptation. Et pour moi, c'est vraiment le parcours de ma vie, quoi. Être d'abord dans la conscience et sentir l'amour jaillir à l'intérieur de soi,
Ça, c'est ma ligne directrice. Bien évidemment, je suis loin de dire que je suis en lettre d'amour 100% du temps, quelle que soit la situation. Loin de là, très loin de là. Mais je tente, devant les événements de la vie, heureux ou moins heureux, de rester dans cette attitude dissociée, c'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui regarde ce qui se passe, en même temps incarné, c'est-à-dire que l'humain, Éric Grange, ressent pleinement ce qui est agréable, ce qui est désagréable, etc. Et d'avoir les deux polarités, c'est-à-dire le niveau psychique et le niveau spirituel. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Et tu commences à aborder des thèmes qui nous sont chers sur Olam et commences à nous parler de non-dualité et de non-séparation. Ça nous intéresse et je suis content qu'on en parle. Cette désidentification avec le personnage et avec les émotions, et etc. D'ailleurs, dans la guérison et les progrès du personnage Tony dans ton livre, il y a deux choses qui sont importantes. C'est ce besoin et ce désir, à chaque fois qu'il passe par un pays, de compléter la partie guérison émotionnelle, guérison physique, guérison psychique, comme s'il y avait des volets à compléter, il fallait un ensemble pour arriver à une guérison totale. Oui, absolument. C'est-à-dire que j'ai choisi le voyage comme voie d'éveil et comme voie thérapeutique. Au début, je ne savais pas, si je peux dire, à quel point cela pourrait être thérapeutique et éveillant. C'est-à-dire, j'ai toujours aimé le voyage et au début, je voyageais plus sous forme touristique. Je voyageais pour l'appareil photo, je voyageais pour m'émerveiller des chutes du Niagara ou des savanes kenyanes. Mais en creusant là aussi les choses, j'ai vu que après l'émerveillement des paysages, je me suis intéressé aux humains, à leur tradition. Et après, c'est des mouvements assez lents, ça a pris plusieurs années. Je me suis intéressé à ce qui est commun entre les humains, malgré toutes les différences de l'humain, et à ce qui est, on va dire, de l'ordre de la présence. Et ça m'a beaucoup touché. Par rapport au processus thérapeutique, je trouve que le voyage est idéal pour se rencontrer soi-même. Parce que en allant dans des pays où déjà toutes nos zones de confort peuvent être bousculées, parce qu'il fait très chaud, parce qu'il fait humide, parce qu'il y a du bruit dans la rue, parce que traverser une rue, c'est pas comme chez nous, parce que la nourriture, parce que le climat, etc. Cela aide à mieux nous délimiter et à mieux se rencontrer soi-même. Et je trouve que c'est un facteur d'accélération de la connaissance de soi. Et ce que j'ai vécu, c'est que en poussant les curseurs à haute dose du voyage, j'ai pu voir que certains voyages, comment dire, m'enseignaient d'une certaine manière, faisaient jaillir d'autres questions ou d'autres parties de moi-même que j'ignorais et qui prenaient sens dans un autre voyage. Et ça, c'est assez savoureux, quoi. Des fois, j'ai eu des questions qui sont apparues dans un pays, peut-être Bali, et qui ont trouvé une réponse à l'île de Pâques, quoi. Et du coup, j'ai vu comment un continuum se mettre en place assez souvent en Égypte, parce que c'est une terre avec laquelle je me sens proche et dans laquelle j'ai dû aller de très très nombreuses fois. Et j'ai vu des fois des expériences prendre sens dans le voyage d'après. Alors, après, la question qu'on peut se poser, c'est que au bout du compte, on peut voyager sans vraiment aller au bout du monde. C'est-à-dire que
surtout, je repense quand il y avait eu le confinement et qu'on ne pouvait pas aller à plus d'un kilomètre de chez nous ou 20 kilomètres de chez nous. Mais on a tous à 1 kilomètre de rayon de chez nous des choses que nous n'avons jamais vues. Et, et moi, Même beaucoup moins loin, j'ai envie de te dire. beaucoup moins loin. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous émerveiller. Moi, je n'avais pas vu qu'en prenant le petit chemin là sur la droite, il y avait une fontaine avec des têtards qui étaient là et qui gigotaient dans tous les sens et que je trouvais très sympa. Et je me dis, bah tiens, finalement, j'ai découvert un truc qui me plaît bien. Voilà. Donc, du coup, je trouve que le voyage est relié avec la guérison et la conscience. Et toi, tu as choisi le voyage comme chemin d'initiation et d'exploration intérieure. Et en même temps, je reviens à la comparaison que je faisais au départ avec ton livre et avec l'alchimiste, avec cette idée que tu peux voyager et faire le tour du monde 36 fois, mais que finalement, tout se trouve déjà ici à l'intérieur et que ça soit en termes de guérison ou simplement en termes de quête, tout est déjà là et déjà en place. Il suffit juste de le révéler. Voilà, c'est-à-dire, j'aime toujours dire, je rencontre des gens qui me disent, ah, tu as eu de la chance, tu as eu la possibilité, tu as eu les moyens de faire ça. Et je leur dis, mais le plus beau des voyages, c'est celui qu'on fait à l'intérieur de soi-même. Et c'est le plus merveilleux, parfois le plus difficile voyage que l'on puisse faire, mais celui qui libère le plus d'énergie et qui libère le plus de cette, comment dire, de cette vie qui nous traverse, c'est-à-dire que je donne à la rencontre avec soi, c'est-à-dire dans le fait vraiment de faire connaissance sans cesse avec soi-même, je trouve que cela nous amène non pas à rencontrer de l'incarné, voilà, mais à nous. Il y a toujours un peu quelque chose de désincarné que l'on rencontre et que je trouve juste très touchant parce que cela alimente, en tout cas c'est mon expérience, la foi. La foi. Et je trouve que dans le contexte actuel, nous sommes beaucoup amenés à ces endroits-là. À ces endroits-là. Est-ce que j'ai encore la foi? Est-ce que j'ai encore la foi en l'humain? Est-ce que j'ai encore la foi en l'humanité avec tout ce que nous traversons? Et il y a plusieurs personnes quand je les rencontrais, me disaient, bah dis donc, je trouve que tu vas bien, pourtant tu es agent de voyage, vous n'êtes pas à la fête là depuis un an. Et je dis, ben oui, je vais bien. Je vais bien. Pourquoi? Parce que rien ne m'empêche aujourd'hui d'être sous mon toit, de manger à ma faim, de respirer et de contacter le miracle d'être vivant. Et honnêtement, c'est pas de me promener avec un masque sur le visage que cela va m'empêcher de savourer ce miracle d'être vivant. Peut-être que demain, je serai mort et ça n'a rien à voir avec le Covid, ou peut-être demain, il va se produire un événement très heureux de ma vie qui va changer mon orientation de vie. Donc, je ne sais pas de quoi va être fait demain, mais là, tout de suite, je savoure, je dirais, et peut-être plus encore avec ces guérisons personnelles que j'ai pu faire, ce que j'aime appeler l'instant plaisant. J'ai un ami qui ironise, enfin qui plaisante toujours là-dessus, il dit l'instant plaisant. Et c'est vrai qu'il y a un cadeau dans chaque instant. Et je le dis avec des mots tout simples, parce que des fois, il faut tellement pour arriver à cette chose toute simple, mais vraiment d'arriver jusqu'à cette conscience que le fait d'être vivant, c'est juste un cadeau. Et que c'est pour ça que dans le contexte qui est, même si je suis agent de voyage, eh ben, je peux savourer
c'est cette éphémérité dans laquelle je suis, qui me traverse, et dans cette éphémérité, sentir qu'il y a quelque chose que l'on peut appeler le vivant et qui me traverse. Moi, Mhm. dans le livre, c'est un petit peu ce que j'ai tenté d'illustrer, de voir le cheminement de mon héros, qui au début est pris dans un contexte familial, professionnel, et puis il y a cette question de santé qui vient l'oppresser encore plus, et il Mhm. envoie tout dégager, si je peux dire, et il se dit, je vais faire en tour du monde, parce que j'ai toujours eu envie de faire ça, et il se fait surprendre par des rencontres, par des expériences qui vont lui ouvrir les portes, je dirais, de lui-même et de Mhm. l'invisible. Alors, des expériences, il y en a un paquet dans le bouquin. Parce que, et puis il y a des bonnes et puis il y a des mauvaises. Tu en profites pour glisser quelques piques, petites, gentilles piques à, toutes sortes de rencontres qui sont pas forcément positives, parce que tu as dû en faire en vrai aussi. Tu as dû connaître des gens sérieux et des gens moins sérieux. Mais je laisse les gens découvrir ça et dans le livre. Oui, Et puis il y a cette, tu vas me dire ça dans un instant. Et puis il y a cette notion de lâcher prise qui est oui, omniprésent. Et je pense notamment au passage avec le Dalai Lama, euh, oui, voilà. où il lui donne un petit truc justement pour accepter la maladie, mais vraiment, Voilà. Alors vraiment. ça, pour moi, c'est une des grandes, grandes, grandes leçons qui peut paraître un peu confrontante comme ça, mais qui ouvre beaucoup d'espace. Il y a une perversion, selon moi, à dire, on dit souvent ça dans le développement personnel, accepte et tu le dépasseras. On connaît peut-être plus ou moins cette phrase-là, quelqu'un qui est en difficulté, professionnelle ou autre, et puis accepte et puis ça changera. Et pour moi, c'est une perversion parce que c'est absolument illogique. Et c'est le principe de vie du Dalai Lama. Si j'accepte, je n'ai pas envie que ça change. Et du coup, ou si j'accepte pour que ça change, c'est que je n'accepte pas, puisque Il y mon a un, intention, c'est que ça il y a un change. intérêt, il y a un intérêt. Donc, et c'était Jean-Yves Leloup, une fois, je l'avais entendu sur une conférence qui disait l'acceptation est totale ou elle n'est pas. C'est-à-dire l'acceptation, elle est à 100% ou elle n'est pas. C'est-à-dire on n'accepte pas à 99,9%. On accepte en totalité. Et la grande leçon, le truc vraiment qui m'a beaucoup aidé, c'est que dans cette rencontre avec le Dalai Lama, il m'a dit, imagine que le problème là que tu m'évoques, il va rester indéfiniment avec toi. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui parle de l'impermanence, il me donne en biais du style, voilà, j'imagine que ce qui me fait souffrir ne va jamais partir. Et ça, je trouve que c'est d'une puissance incroyable. Pour vous dire les choses, l'année passée, quand il y a eu ce premier confinement, vous vous souvenez, sûrement, on peut raide, il ne fallait pas sortir de chez soi, etc. Et j'ai mis ça en pratique. J'ai dit, Eric, imagine que que toute ta vie, ça va être comme ça. Tu ne pourras pas rencontrer les gens de près, tu sortiras juste pour aller faire les courses. Et j'ai vu jaillir en moi de l'intolérance, de la colère, c'est pas possible, etc. Et en fait, c'était le mécanisme d'acceptation qui se mettait en place. Alors j'ai fait ça plusieurs jours, et après j'ai commencé à voir des avantages, des petits avantages ici ou là, qui étaient un petit peu comme des témoins que ce processus d'acceptation se faisait. Euh, c'est aussi ce que j'expérimente aujourd'hui dans cette chose, dans ce contexte sanitaire qui génère tellement de tohu-bohu, de colère, etc. Je vais probablement peut-être choquer des gens, mais imaginons que cela reste tout le temps comme ça. Que tout le temps on sorte avec des masques, tout le temps
on doit se tenir à 2 mètres, que voilà. Et de faire cet exercice-là, on voit tout le dégagement émotionnel qui va se décrire. Là, je suis sûr qu'à cet instant-là, les gens qui me regardent, il y en a qui disent « mais il raconte n'importe quoi », etc. Donc ça prouve bien qu'il y a de l'émotion qui se met en place. Et faire cet exercice jusqu'à ce que l'être s'apaise. Et puis au bout du compte, voilà, on tente de s'approcher vers la grande acceptation. Alors, je ne dis pas que dans mon exemple, par rapport au confinement, j'y suis arrivé à 100%, mais ça m'a quand même beaucoup aidé à accepter une réalité qui pour moi était difficile. Et pour moi, ça c'est très très important. Le truc, c'est quelque chose ne me convient pas, j'imagine qu'elle va rester indéfiniment comme ça. Ce qui ne m'empêche pas, à un autre niveau, de me souvenir que tout est éphémère et que cela peut m'aider aussi. Mais à un moment donné, quand je me mets devant cette réalité qui fait que cette réalité ne va peut-être jamais changer, je m'aperçois que cela me met dans des... que mon être va trouver, je dirais, des portes de sortie alors qu'il se sentait enfermé avant. Et pour moi, c'est une leçon très, très précieuse, quoi. C'est un bel exemple que tu nous donnes là d'acceptation. Il y a déjà beaucoup de commentaires. Si vous avez des questions pour Eric, n'hésitez pas à les poser. Il y a Florence qui nous dit qu'elle a vécu une très belle expérience avec toi à Keops, avec Patrick Borenstein, Muriel qui est là, Alice, des fidèles. De trucs. Et il y a Sylvie qui nous dit oui, que c'est difficile d'expliquer ce message à nos enfants. Bien sûr que c'est difficile, mais là c'était un exemple. Oui, parce que la situation d'un entrepreneur de voyage en 2020 est compliquée et c'est vrai qu'il y en a certains qui ont pu accepter, il y en a d'autres qui se sont retrouvés vraiment face au mur et ça continue d'être difficile. Comment ça se passe donc concrètement? Pour parler justement des voyages, comment ça se passe en ce moment, les voyages, le Covid, l'organisation Depuis, alors nous, chez Oasis, on a eu un peu de chance parce qu'on est passé un petit peu entre les gouttes des fermetures. Donc là, on a eu un grand groupe qui est parti en Égypte en janvier. Et puis bon, maintenant, les frontières sont fermées, donc on attend qu'elles se réouvrent. Après, dans l'entreprise Oasis, ça nous permet de faire d'autres tâches qu'on n'a pas le temps de faire quand on est en vitesse de croisière. On va sortir un magnifique site internet, on va repenser notre système informatique, etc., etc. Donc ça ne manque pas. Et puis je suis quelqu'un de très travailleur, de très entreprenant, avec une certaine vision. Donc du coup, quels que soient les événements qui arrivent, j'avance, j'investis, je construis, voilà. Après, effectivement, je vois le commentaire là de Sylvie Pexotto, comment dire ça à nos enfants, t'as pas de boulot, t'as de quoi manger, etc. Je pense que c'est toujours important de revenir à soi. C'est-à-dire, Sylvie, ok, peut-être au lieu de dire quelle solution je peux amener pour mon enfant, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que tu ressens, Sylvie, quand tu vois ton enfant peut-être triste ou pessimiste? Et c'est à cet endroit-là que se fait le travail-là. Alors, je dis pas que c'est facile à faire, hein. Ça, c'est autre chose. Et des fois, il faut du temps, hein. Et une fois, j'ai rencontré quelqu'un à l'étranger qui m'a dit « On avance doucement dans la vie, surtout si on veut avancer vite. » Et je pense que devant, comment dire, voilà, Sylvie, devant quoi répondre à un enfant, peut-être
pas grand-chose, si ce n'est que de revenir à soi, peut-être à ce qui habite en ce moment face à soi, peut-être l'impuissance, peut-être la volonté d'aider, mais on ne sait pas, etc. Et moi, je viens d'un espace qui est un espace de misère. Hein. Dans les années 95 à 98, j'étais en dehors du système social. Je vivais, je crois que ça s'appelait le RMI à l'époque, euh, et j'ai appris après à prendre ma place socialement et dans mon cas, à la prendre socialement avec des actions que je crois bénéfiques pour l'humanité. Et ça va être justement l'objet du tome 2 qui sera sur la thématique de ce que j'appelle prendre sa place dans la vie, c'est-à-dire que on a tellement et tellement et tellement de ressources. Même quand j'étais au RMI, en fait, j'avais beaucoup de ressources que je n'ai plus maintenant, comme par exemple le temps. Et quand on a du temps, on s'aperçoit que c'est une richesse incroyable. Euh, et, et du coup, j'ai vraiment confiance que chacun peut avancer dans sa mission. Pour ma part, et c'est pour ça que je vais faire un tome 2 dessus, et je pense même qu'il y aura peut-être deux tomes 2, c'est-à-dire le tome 2 et le tome 3, sur cette notion de prendre sa place dans la vie, parce qu'on a énormément de possibilités là-dessus, et j'aimerais beaucoup transmettre là-dessus. Mais ça, Alors, pardon, je t'ai coupé, Eric, tu voulais finir. Non, c'est bon. D'accord. Donc le livre est une belle réussite. La question que je me suis posée, c'est toi qui as vécu tous ces voyages et toutes ces années, etc. Tu aurais pu faire le choix de faire une biographie qui raconte un peu ta vie de voyageur, tes rencontres, etc. Pourquoi tu as choisi le format roman? J'ai envie de dire presque roman d'aventure. Oui, parce que il y a deux raisons à ça. Déjà, il y avait une liberté de ton, parce que effectivement, j'ai rencontré ce qu'on appelle des faux gourous. Euh, je dirais plutôt des personnes non intègres. Et du coup, c'était un peu difficile dans une biographie de donner des noms un peu délicats, de faire ça. Donc du coup, j'ai pris la forme romancée, qui en plus, le deuxième avantage, c'est qu'il y a quelque chose de plus plaisant. Donc du coup, c'est un petit peu pour ces deux raisons-là, quoi. C'est vrai que j'ai vécu de drôles d'expériences. J'aimerais relater ce que j'ai réellement vécu en Mongolie. Il y a tout un chapitre là-dessus où j'illustre le fait que mieux vaut suivre en faux gourou en conscience qu'en vrai gourou en Crédule. crédulité. Alors, mieux vaut suivre en faux gourou en conscience qu'en vrai gourou en crédulité. Alors, on va mettre de côté la notion, c'est quoi un vrai gourou, un faux gourou. Moi, ce que j'appelle un faux gourou, c'est quelqu'un qui n'est pas intègre, c'est-à-dire qui par devant va tenir un discours, mais qui par derrière va faire le contraire. Voilà, la définition, on va la simplifier. Quelqu'un qui n'est pas intègre. Je me suis trouvé embarqué dans une aventure spirituelle avec un prétendu guérisseur qui mettait la main sur la tête des gens et les gens vivaient des expériences incroyables. Et moi, j'avais surpris des conversations qui me témoignaient qu'il y avait quelque chose de manipulatoire là-dessus, de très subjectif, et qu'en fait, cet homme-là faisait le commerce de l'illusion, ce que j'appelle le commerce de l'illusion. Et c'est un commerce qui marche plutôt bien dans le nouvel âge. Donc, parce qu'il y a des acheteurs aussi de ce commerce-là. Et pour ma part, je me suis dit, bon, je suis embarqué en Mongolie avec ce gars-là, je suis à 2000 km d'Oulan-Bator, je ne peux pas partir comme ça. Qu'est-ce que je fais? Et je sais que quand il a fait un cercle de guérison et qu'il m'a mis la main sur la tête, j'ai eu cet exercice absolument fou, assez peut-être difficile à comprendre. C'est que j'ai dit, je vais à toi, entre guillemets, que j'ai démasqué si je prends un petit peu des raccourcis, te donner un pouvoir de guérison. Et là, sous sa main, j'ai vu s'ouvrir en moi
des espaces de compréhension. Ça m'a évoqué cette phrase que je connaissais depuis très longtemps. Même un mauvais gourou peut emmener en disciple sincère à Dieu. J'adore cette phrase. Je la redis. Même un mauvais gourou peut emmener en disciple sincère à Dieu. Et ça, c'est très précieux de comprendre ça. Pourquoi? Parce que la force projectionnelle que l'on met, le transfert projectionnel que l'on met sur une personne, sur une statue de Bouddha ou une photo de Jésus, sur un arbre, sur la grotte de Bernadette de Soubirous, au bout du compte, c'est très important de comprendre que c'est nous-mêmes qui donnons du pouvoir à l'autre. Et je pense aujourd'hui, quand je regarde mon histoire et comment j'ai cheminé, je pense que c'est une étape dans le parcours de vie. Moi, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont illuminé, donc avec la notion illuminée, c'est-à-dire ébloui, et justement la notion un peu d'aveugler, mais avec lesquelles j'ai grandi, et puis un jour, on découvre que il y a des choses qui n'étaient pas très nettes, et pourtant, j'ai réellement grandi. Et ces expériences successives ont fait que, Amé, le véritable gourou, il est à l'intérieur de moi-même. Je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas exactement où il est, mais en fait, et si je me donnais du pouvoir à moi-même plutôt que de le transférer à quelqu'un d'autre, en plus en lui donnant de l'argent, au passage, parce qu'en général, ça va ensemble. Et du coup, ça m'a fait vraiment progresser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je vois, il y a pas mal de commentaires là qui s'excitent là depuis un moment. Oui, parce que on voit qu'on aborde quelque chose là qui fait. Ce sujet des gourous, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Voilà. Et, voilà. Mais en tout cas, dans mon expérience, je dirais simple de globe-trotter, je m'aperçois que on va tellement chercher ailleurs. Et effectivement, ce que mon héros rencontre dans le livre, c'est ah ben oui, finalement, et si j'avais plus de pouvoir que ce que je le croyais. Et au bout du compte, je pense que si on extrapole le chemin, c'est juste notre pouvoir divin, qu'on peut aller à l'infini, mais cet infini, il est loin, mais peu importe qu'il soit loin. L'essentiel, c'est de réaliser je dirais, notre mandat humain et de dire, ben voilà, le Éric Grange dans lequel mon âme est tombée il y a 56 ans, des fois, je me partageais que c'est bon, j'ai bien bossé dessus, ça n'empêche pas que j'ai encore mes névroses, mes réactions et des choses, mais j'ai fait quelque chose. Heureusement. La respiration, voilà, j'ai pu mettre de la respiration et j'ai pu voir développer en moi une capacité d'amour qui était plus grande que celle que j'avais avant. Et Éric, en fait, on boucle un petit peu la boucle parce qu'on a commencé l'émission en parlant d'Arnaud Desjardins qui nous enseigne que comme Yvan Amar d'ailleurs nous enseignait que le gourou, le vrai gourou, c'est la vie elle-même et c'est les situations, être disciple des situations du quotidien, c'est là que ça se passe, dans la souffrance, dans les douleurs quotidiennes, dans les conflits. C'est ça le vrai gourou, et que tout se passe à l'intérieur et que le divin est déjà là. Le divin en soi, donc on retrouve un petit peu cette idée et que toi tu as mise en exergue et en valeur par le voyage et que d'autres le font par une simple exploration intérieure. Et j'aime bien cette idée d'être disciple des situations et peu importe vrai ou faux gourou. Oui, il y a plein de gens, nous avons idée du pouvoir que nous avons, hommes de peu de foi. Nous avons peu idée du pouvoir que nous avons, Janie, j'ai envie de dire. Un équilibre délicat à trouver entre interagir avec les autres pour apprendre et connaître la vérité de son cœur.
Mais oui, c'est ça, c'est les autres, les situations, la vie. Là est l'enseignement, là est notre gourou et nos proches aussi. Pour conclure, Eric, tu nous as apporté, je trouve, un beau message là pendant toute cette émission d'acceptation, de tolérance, d'amour, parce que c'est le fil conducteur, je crois, un petit peu de ta carrière et du livre que je remonte encore une fois. Même si tu l'as bien placé derrière toi, on le voit aussi. Placement produit. Ton message, j'ai envie de te demander un petit message d'espoir parce qu'on traverse tous une situation un peu compliquée. Je trouve que ce mois de janvier est très très lourd et très chargé, qu'on a du mal à redémarrer, qu'on a une absence de perspective et d'avenir qui est collective, qui s'incarne dans chaque individu aussi. Voilà, on est dans le brouillard. Et je sais que toi, tu as envie d'apporter un côté lumineux à tout ça. Moi, j'ai une foi en l'humain. Je sais que des fois, je détonne là-dessus parce que nous sommes aujourd'hui dans un contexte qui nourrit l'anxiété, que ce soit les discours gouvernementaux, que ce soit toutes les thèses que l'on voit sur les réseaux sociaux. Et je trouve que personnellement, ce que nous traversons ne m'a jamais autant invité à respirer avec le vivant. C'est-à-dire que je pourrais me construire des scénarios négatifs en me disant, ben voilà, et si les frontières restent fermées, et les contaminations, et les lois, et les restrictions, etc. De toute façon, tout ça va s'arrêter un jour, puisque c'est commencé un jour. Et que simplement, cela ne m'empêche pas d'aller dans un jardin et de me connecter à un arbre et de respirer avec cet arbre et de le regarder et de voir ce qui m'inspire, ce qui est nourri en moi. Ça, c'est possible. Je sais bien que ces propos sont un peu difficiles pour les gens qui sont dans la survie, où là, on touche des choses de l'ordre de la matérialité un petit peu dure, comme moi, je les ai touchées il y a 20 ans. Mais vraiment, je dirais, restons vraiment, et je trouve que ce discours existe assez peu dans les réseaux sociaux aujourd'hui, où je dois dire qu'il y a tellement de propos anxiogènes véhiculés par des gens qui se prétendent en conscience et qui, sur l'anxiété actuelle, rajoutent des thèses encore plus anxiogènes. Et que je sais bien qu'il y a une partie de l'homme qui aime se faire peur. Et pour ma part, je me tiens à distance, même si nous sommes sur des réseaux sociaux qui, à mon avis, véhiculent pas mal de choses qui ne sont pas forcément toujours très lumineuses. Mais pour moi, ma façon à moi de vivre, c'est de me tenir à distance de tout cela, de suivre un petit peu l'essentiel des actualités, et puis de revenir à moi et de sentir ce qui a envie de bouger en moi. Et c'est toujours un seul pas qui compte. On est tu as dit, Alain, on est dans le brouillard. Ok, mais le brouillard ne m'empêche pas de faire un pas en avant. Et ce pas-là, c'est notre pas d'humain, c'est notre responsabilité d'humain. Faisons un pas de plus. Voilà. Et puis, ça s'arrête là, en fait, la philosophie. Ça s'arrête là, ouais. Ça s'arrête là, il n'y a pas besoin de juste quand on allait conclure, il y a plein de commentaires et plein de questions. On va prendre, juste pour faire plaisir à Cindy, il y a une question rapide avant de conclure définitivement. Sur le couple, alors je ne sais pas si c'est un sujet qui te touche, mais quand une intense souffrance émotionnelle ne cesse de surgir en raison de la même problématique au sein du couple, tant cela est insupportable, que conseillez-vous? Te voilà conseiller
Alors, Conseiller en amour. c'est le genre de... Je ne peux pas répondre en premier niveau à cette question. Je dirais, pour moi, je dirais le premier conseil, c'est de se faire aider. Et je pense que il y a quantité de praticiens qui sont d'une telle qualité, et moi qui ai vécu en couple et qui ai aussi connu certaines difficultés, trouver un praticien avec qui je me suis senti en confiance, bienveillant et compétent, c'est pour moi l'un des grands cadeaux d'une vie. Et c'est la porte de sortie que j'envoie. Sinon, on a des très belles conclusions de Solia. Merci. C'est très. Imaginons les 1000 soleils que nous serons le jour où nous rencontrerons. Titane, Anne, salut. C'est bon de savoir qu'on est plusieurs à dire la même chose, revenir en notre centre et savourons d'être vivants. Merci à tous d'avoir été présents, si nombreux pour cette émission avec Eric, pour cette rencontre qu'on a pu découvrir davantage en profondeur et je trouve ça agréable. Merci à tous. L'émission reste en replay, comme d'habitude, sur YouTube et sur Facebook. Vous pouvez la voir tout de suite après. Et puis, un grand merci à toi, Eric, pour tout ce partage. Je remonte ton livre et mon cœur se remit à battre. Oasis Voyage, que vous pouvez retrouver aussi sur les réseaux. Et puis, un grand merci, Eric, de tout ce partage. Merci, Alain, de cette opportunité que tu m'as donnée de m'exprimer. Comme vous l'avez senti, moi, je ne me positionne pas en enseignant spirituel. Je suis un homme simple qui, je crois, a vécu des expériences un peu exceptionnelles, et puis j'avais envie de témoigner. Les personnes qui souhaitent en savoir plus sur mon livre, il y a mon site d'auteur qui s'appelle ericgrange.com, sur lesquels vous pouvez télécharger le premier chapitre qui parle justement de mon expérience dans la grande pyramide de Khéops, pour reboucler encore une fois avec le début. En tout cas, merci à tous, et puis merci Alain, et puis on continue ce beau chemin humain. Nous avons le plaisir de partager. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure, et on continue de s'émerveiller du miracle de la vie au quotidien, quelle que soit la situation extérieure qui nous semble parfois bien sombre. C'est peut-être le grand cadeau de ce qu'on est en train de traverser là, quoi. Exactement. Je suis entièrement d'accord. Continuons de nous émerveiller au quotidien de cette incroyable aventure qu'est la vie, qui est quand même dingue, cette histoire. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, on reçoit un nouvel invité dimanche. Vous verrez sur la page de l'âme, on reçoit Sébastien Lely. Voilà. Merci à tous. Merci Eric. Et à très bientôt. Bonne soirée. Bonsoir à tous.